Bienvenue dans ce 6e Vlog Public Domaine. Au programme, rencontre avec Solo, pionnier du break et du hip-hop en France, black belt de la MK Team, champion d'Europe en ceinture marron et vice-champion du monde en ceinture noire. Commence le début du hip-hop en 83 avec ces fameux ricains qui viennent à Paris, au Troca, je crois, danser. Entre autres. Et a priori, la légende urbaine parle aussi du film Flashdance. Ouais. Tout commence vraiment, c'est ces deux trucs-là. Mais le premier, c'est le New York City Rap Tour que je vois à la télé. Et là, la révélation, quoi. Totale. Et bien évidemment, dans les 6-8 mois, je crois, ou quelque chose comme ça, qui ont suivi ça, t'as Flashdance qui sort et t'as un spot dans ce film où c'est juste... Oui, c'est pas la fameuse scène finale, c'est le spot où on va voir les petits gamins dans la rue qui dansent sur les bouts de carton et c'est ça. Quoi. Ouais. J'ai dû la voir, je sais pas moi, 200 fois, 300 fois. C'était encore l'époque où on pouvait rentrer dans le cinéma par derrière. Donc, la bonne époque. Oh, grave. Et donc, à partir de là, les choses commencent à s'enchaîner. Il y a les PCB et l'émission de Sydney Hip Hop. Ouais. D'abord, je les rencontre, eux, pour aller faire une télévision chez Sabatier. Ouais. Je les croise au Trocadéro. Puis ils me demandent, est-ce que tu vas aller faire un casting avec nous pour un truc, pour une émission. Ils me voient danser un petit peu. Donc, oui, toi, tu avais commencé donc à danser à ce moment-là. Voilà. Tu avais pris le train en route, quoi. Ouais, mais puis c'était un peu du vite fait. J'avais la chance d'être là au bon moment. Ah ben tiens, lui, il est là, il danse pas si mal que ça. Ça te dit d'aller faire un truc avec nous? Ah ben ouais, pourquoi pas, allons-y, hop, tac, on y va, on fait cette télé. Puis de fil en aiguille, on devient pote. Et il y en a un dont la sœur était en couple avec Sydney à l'époque, Scalp. D'accord. Qui faisait partie des Paris City Breakers, les PCB. Donc, bim, de là, tac, 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 tac. Et de fil en aiguille, je me retrouve à triper voilà, dans le... Ah, il nous a plus Solo? Ah, Solo, c'était lui le policeman, hein, c'était pas autre chose. Donc, grosse médiatisation, tu commences à être payé cher, entre guillemets, pour l'époque, pour faire des galas le week-end, apprendre un petit bifton aussi, mais surtout à être diffusé, c'était quoi? C'était TF1 à l'époque? Ouais, à l'époque c'était TF1. Ouais, le dimanche, t'imagines, l'audience. Bim. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que c'était le début d'une certaine street culture, et ça t'a ouvert des portes, notamment des portes qui étaient peut-être inattendues pour toi, mais celle du mannequinat avec une campagne Benetton qui a fait le tour du monde. Carrément. J'en ai fait 2. Alors la première, déjà, j'ai pas trop compris ce qui se passait, ni le pourquoi du comment. Mais par contre, quand je me suis vu à la Défense, dans le centre commercial, en 25 mètres de large, sur 4 mètres de haut, oui, tout d'un coup, il y a eu un truc où c'était genre, c'est comment, quoi. Et il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Parce qu'entre cette campagne, par exemple, et ces fameux ricains qui viennent au Troca ou Flashdance, il y a quoi? Il y a 1 an et demi entre 2 ans à peine, dans ces eaux-là, 2 ans, à peu près. Ben, il y a que, tout d'un coup, le monde s'offre à moi, quoi. C'est un peu le sentiment que j'en ai. Alors pas que je pense que tout est possible et ainsi de suite, mais il y a un espèce de truc où tout d'un coup, de zéro perspective, ou en tout cas de me dire, est-ce que je vais essayer de devenir joueur de foot, ou qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Parce que c'était quoi ton karma de gamin ou d'adolescent juste avant que tu ouvres cette boîte de Pandore là? Traînard. Traînard, j'allais nulle part, le truc, je voyais pas trop comment ça allait. Les études, c'était pas forcément... Alors carrément pas du tout. Ouais. Je jouais au foot, je faisais de l'athlétisme, je faisais du judo, donc le sport, mais c'est tout. Tu vois, et les copains. Voilà, c'est le seul truc qui m'intéressait. Le reste... Sur un rythme endiablé, pendant que les platines tournent avec les mots, je tire une bourre. Certains ont essayé, mais aujourd'hui c'est mon tour. Tu vois, ça c'est rapide.
Et peu de temps après, parce que finalement tout s'enchaîne aussi, c'est le début de l'aventure Assassin. Alors quand même, ça prend son temps, hein, parce que là, on parle... Enfin, je parle de rencontres en tout cas. Au niveau des rencontres, alors pareil, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est que tout de suite, en 84, je fais la connaissance de Vincent, le frère de Squat. Ouais. Et c'est en faisant la connaissance de Vincent que finalement on va finir par devenir potes. Mais ça va prendre son temps. Ça va prendre à peu près quelque chose comme 1 an, quelque chose dans ce genre. Donc je le rencontre en 84, l'été 84, et après je me fais virer de chez moi et il m'héberge. Vincent m'héberge. Il demande à son père si je peux squatter avec lui et tout. Et son père lui dit tant que tu es dans ta partie de la maison, dans ta chambre et ton truc et tout, pas de problème, tu fais ton truc. Et c'est comme ça que je finis par rencontrer Squat un petit peu plus tard. D'accord. Quelques temps après, que je dis quelques mois après, puisque... Oui, parce que le point d'entrée, c'était vraiment Vincent. Ouais, carrément. Et tu l'avais rencontré de manière pote ou c'était déjà dans tes mannequinats ou trucs semi-pro, machin? Encore plus dingue que ça. Pérégrination, je venais d'arriver à New York, ça faisait je crois quelques jours que j'étais là, et c'est Mr. Freeze qu'on voit dans Flashdance avec le parapluie qui me faisait la tournée des Grands-Ducs, de toutes les grandes boîtes new-yorkaises de l'époque, et il m'emmène dans une boîte aux pizzas à gogo, puis on est là à traînasser et ainsi de suite, et à un moment il y a un mec dans le club qui vient et qui me parle en français. Mais ça faisait quelques jours que j'étais à New York, ça devait pas faire une semaine quoi. Et un mec qui me fait « Ah, je te connais toi !» Déjà j'entends du français, ça fait une semaine que j'entends que du... Puis du français avec un accent français, pas du français avec un accent ricain. Voilà. Ouais, je te connais, ouais, je t'ai vu à hip-hop, à la télé et tout ça. Je dis « Ah ouais, bon, et voilà, rien. » Et en fait c'était Vincent. Et je le re-rencontre quelques mois plus tard à Paris, au Bain, puisque bien évidemment je traînais dans tous les endroits les plus hype possibles. Du moment, ouais. Et je le recroise au Bain. Et de là, on devient potes. De là, potes. vous devenez potes, d'accord. Ouais. Aujourd'hui, on est là et on parle encore de nous. Ça prouve que quand même il y a une force quelque part. Mais même ça a été utilisé de sorte à nous faire passer pour des imbéciles. Des imbéciles. Des clowns surtout. Des clowns. Pas spécialement des imbéciles, mais des clowns. Tu me vois? Souviens-toi de son nom. MC Squat K. Non, oui, j'ai dit non. Non, Squat K n'est pas un Renoir. Il n'est donc pas comme moi, mais il a la foi. Quand il commence à rapper, tu te sens emporté. Donc ce n'est même pas la peine de résister. Alright. Quand on revoit certaines vieilles images, quand on revoit ce fameux épisode du Lyonnais, on retrouve des images où vous êtes tous bras dessus, bras dessous avec Joey Starr, Cool Chain. Alors Cool Chain non, mais Joey, ouais. Marco Prince, moi, Guillaume Depardieu est dans la bande un peu de l'autre côté, mais ouais. Ben, c'était un peu ça, comment ça se passait au début. Et Cyril Collard, il l'a vite compris, quoi. Il y avait un espèce de noyau dur. Et il l'a bien illustré en utilisant tout le noyau dans l'épisode qu'il a réalisé pour cette fameuse série. Ouais, grave. Déjà, bon, Squat, Joey et moi, c'est un noyau dur. Et dans la périphérie, mais pas très 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 loin, t'as quand même Marco Prince, tu vois, et ça, c'est des gens qu'on connaissait et avec qui on était déjà à la colle, quoi. Et est-ce que, comme c'est souvent le cas, enfin, la question est un peu candide, mais elle mérite d'être posée, est-ce que c'est des gens avec qui tu as gardé des amitiés par rapport à cette époque? Alors, affection par rapport à cette époque, tout le monde. Affinité, c'est autre chose. Il y a quand même des chemins qui... Oui, des chemins qui sont compris des directions différentes. J'ai pas de rapport... bon, mis à part Marco Prince, qui fait partie du même collectif de DJ que moi, qui sont les 7 salopards, j'ai pas de rapport tenu, je vais dire, ou régulier avec les uns et les autres. Avec les uns et les autres, non. Au détriment d'un sens de l'observation, silencieux mais aiguisé, me laisse penser que beaucoup d'entre vous sont encore à la recherche de la formule secrète. Yo, cherche la formule secrète. Cherche. C'est une aventure qui a duré combien de temps pour toi, Assassin? Je dirais du 87, 88, allez, 87, 88, 93.
au moment où j'en pars, ouais, c'est à peu près ça, la période. Quand Squad dit oui, assassin depuis 85 ou 86, non, c'est pas ça. C'est pas vraiment ça, non. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. Tu es aussi connu pour avoir fait la DA et piloté la prod ou la coprod de la bande originale de La Haine. Alors c'est pas la bande originale, je le dis à tout le monde, c'est la bande inspirée. C'est un concours de circonstances dans un copinage qui allait vraiment dans le bon sens, quoi. Surtout au moment où ce projet s'est fait dans son ensemble, le film autant que le disque. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire la carte postale ou la photo de l'instantané de ce qu'était la scène oui, la scène rap. Et pour ça, j'estime que j'ai vraiment beaucoup de chance, parce que c'est surtout dû à mon positionnement, c'est-à-dire que j'avais la chance d'avoir de bons rapports avec tout le monde. J'étais pas dans les guerres de clochers et je pense que les gens me respectaient assez pour me donner du crédit, au moins écouter ce que j'avais à leur proposer, plutôt que de rentrer dans des trucs de guerre. On a été des die-hard, comme on dit, tu vois, en ricain. On n'a pas lâché. On fait partie du noyau dur des gens qui ont porté cette culture et qui ont fait vraiment qu'elle explose d'une certaine manière, mais surtout qu'elle soit respectée pour ce que nous, on y amenait. Et on a été notre propre force de proposition. Et je crois que c'est ça qui fait la différence, c'est que les gens reconnaissent. C'est pas une histoire de t'es un tel ou t'es un tel, c'est que t'es crédible parce qu'on sait que dans ton pédigré, voilà, tu fais partie de ceux qui se sont battus pour que ce truc-là, il existe de cette manière, et que effectivement, la manière dont toi tu l'as fait, malgré les zigzags qu'il peut y avoir ou ainsi de suite, il y a une ligne directrice qui est quand même bien claire, qui est on ne nous propose rien d'autre, et ben on va se créer notre truc. Et ça, entre nous... Vous allez vous créer vos propres opportunités, ouais, voilà. vos propres portes. Et je pense que ça, entre nous, on le reconnaît. On n'a pas besoin d'artifice, tu vois. Et dans la même veine, c'est aussi ce qui t'a permis de bosser avec des gens comme NTM, Princesse Erika, Fred Chichin, Dizzy, Kamel, Dynasty. C'est des gens avec qui tu as bossé soit en prod ou soit sur d'autres projets. Ouais, écoute, moi, je suis à l'affût, on va dire. Le vrai truc, c'est que je suis un petit peu à l'affût. Ah, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, il y a un truc de rapport humain que j'ai avec les gens en général qui fait que je suis ultra curieux et dans un truc d'échange, je suis à fond, quoi, en fait, tout le temps. Donc on se rencontre, ah ouais, toi tu fais ça, toi tu connais tel truc, tu maîtrises tel truc, ah ben vas-y, fais voir. Et puis après, de fil en aiguille, j'essaye de me mélanger ou d'échanger avec des gens où à chaque fois, j'ai le sentiment que ça va compléter ce que j'essaye d'affirmer ou de présenter, quoi. Donc, et ça part dans tous les sens. Et dans cette logique-là, ou dans cette suite logique-là, dans les années 2000, tu te tournes vers la prod, tu organises des soirées, tu deviens DJ résident de différents lieux, tu crées ton propre label, Black Frog. Et voilà, c'était quoi justement le moteur ou l'histoire à cette époque? Rester dans l'action. En fait, moi j'ai toujours peur de déserter le terrain. Ou d'être, tu sais, c'est même pas le... Loin des yeux, loin du cœur. Ouais, voilà. Ou le côté genre, on te dit, ouais, non mais attends, c'est même pas t'es has-been, t'as cru que t'étais dans le coup, mais t'es never was, mec. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. C'est toujours un peu, tu vois, cette petite peur-là du truc où tu te dis, bon... de t'éloigner trop longtemps et que le train parte sans toi ou ouais, genre, ouais, on te connaît pas, on t'a oublié, mais en vérité, tu vaux rien. Donc, t'es toujours forcé de constamment rester sur le terrain et de faire des nouveaux trucs, d'être... alors, si t'arrives plus à être au top niveau dans tel et tel domaine, quelles sont les choses qui te touchent et par lesquelles tu peux te mettre en avant d'une manière ou d'une autre? Parce que le truc, c'était quand même ça, quoi. C'était d'exister depuis le départ, ouais. D'être reconnu, tu vois. Donc, le raccourci, pour faire court, c'est le besoin de reconnaissance, ni plus ni moins. Et ce qui t'a aussi, plus ou moins à la même période, donc les années 2000, à avoir quelques rôles aussi au cinéma.
Et pareil, hein, tu sais, c'est le... Oui, mais ça reste aussi un truc de pote ou d'opportunité, parce qu'il y a différents films, dont des films de Mathieu Kassovitz. Ouais, bah, le gars, quand même, au bout d'un moment, on est quand même vachement à la colle, quoi. Il y a... Puis lui est vachement, je pense, dans un truc de... Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'il donne, mais il est vachement dans une logique de cercle de potes aussi, quoi. Ah ben, très clairement, très clairement. Ça veut pas dire qu'il n'y a toujours pas que cet esprit de compétition se perd, pas du tout, mais quand même, c'est beaucoup plus avec les gens qui t'entourent que d'aller chercher des... tu vois, sauf bien évidemment pour des rapports d'intérêt communs et plein de trucs, tu vois. Vin Diesel, c'est pas un truc, je pense, qui lui soit arrivé comme ça, quoi, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de Kassovitz, pour préserver son nez, t'as pas proposé de lui faire essayer le JJB et qu'il se retrouve avec des oreilles de lutteur, non? Alors, trop de proximité pour lui. Trop près. Trop près. Tu vois, le gars ne supporte pas. T'es là, tu le colles. C'est là, non, mais attends. Tu vois. Donc voilà. Et puis bon, mélanger la sueur, tu vois, c'est un peu un truc, il est là, il te regarde, genre... Il y a un truc pas très... Pour lui, c'est pas si viril que ça, quoi. Ah ouais. Mais bon, moins viril que l'image d'Épinal de la boxe et... Par exemple, mais en même temps, quand tu te manges une soumission, pour moi, c'est carrément tellement viril que c'est, je pense, ça plutôt, tu vois, qui... ça fait bien peur. Tu veux rester quand même, garder la bonne image que tu as de toi-même et de... Donc déjà, tu te mélanges pas, les gens ne te collent pas, t'es pas très... Et puis bon, tu te prends pas des soumissions comme ça, parce que là, il sait que s'il vient... il va manger, le pauvre. Ouais, bah, c'est le passage obligé, hélas. On parle de JJB, donc toi le JJB, début du JJB c'est 2010. Ouais. Ah non, c'est dans ces années-là. Ouais. Et donc tu nous disais tout à l'heure, toi tu avais commencé en faisant du judo enfant. Mais est-ce que tu as un historique martial? Est-ce que, je sais pas, c'est une image d'Épinal qu'ont probablement certains, mais tu te dis que quand tu étais dans les années, fin des années 80, début des années 90, les groupes de rap, les cités, le terrain vague et la machin, voilà, est-ce qu'à un moment il n'y avait pas un peu de boxe taille Non mais attends, nous on était carrément à la colle avec la première génération des boxeurs taille qui ont vraiment cartonné en France. Jahid Sedak, il faisait partie des Zulu 5. On avait un groupe qui s'appelait les Zulu 5, Jahid, il en était. C'est lui qui nous a mis à la boxe taille. Il nous a mis à la boxe taille, je dois te dire ça, je sais pas, en 85, 86. Tu vois, c'était tôt. Tu vois, dans ces eaux-là. Il nous a emmenés nous entraîner chez Roger Pachi, tu vois, et ils ont même essayé de nous faire des combats, tu vois. Bah non, bah, là c'était pas possible, c'était trop violent pour moi, tu vois. Et pareil, il y en avait un dans les Paris City Breakers, Scalp, qui est devenu boxeur pro, qui est allé boxer en Thaïlande, qui a fait des, tu vois, donc on était toujours proche d'un univers martial d'une manière ou d'une autre, mais qui allait aussi, parce que c'est ce qu'on voit aussi d'une certaine manière avec le JJB aussi, qui allait aussi de pair avec ce côté genre on est des potes, on est une bande. Il y a aussi ce côté c'est que ça. Pour moi, c'est que ça. Ce qui nous a amené à la boxe taille, par exemple, c'est parce que notre pote Jahid en faisait. Tu vois, et que le mec il était à fond et qu'on s'est dit ouais bah vas-y, pourquoi pas, si tu fais ça, vas-y, viens. Ça doit être cool, on va y aller. Puis... Ouais, ça servira toujours. Ouais. Et puis voilà, on pouvait dire ça servira toujours. Ouais. On t'accompagne, tu vois. Et quand ils ont commencé à essayer vraiment de nous mettre dedans, là ça a été bon, écoute mec, ton truc c'est super cool, mais c'est cool pour vous. Voilà. Ouais. Donc toi JJB en 2010, comment t'as commencé où alors déjà comment t'es venu au JJB, comment t'es tombé dans ce truc là qui pour le coup comme tu le dis, surtout quand tu viens d'un passé un peu martial, pied-point, c'est pas une évidence de commencer à se rouler par terre avec des gens. Non mais quand tu regardes Royce Gracie, que tu le vois éclater des gars, où t'es là, tu regardes, tu fais mais le gars c'est une brindille, comment est-ce qu'il arrive à mettre tous ces gars-là à l'amende et que les mecs ils demandent pitié quoi, il leur met soumission sur soumission. Il se met mais minable, c'est tu vois du sang de la chic et du mollard, vraiment, et le mec il les met à l'amende. Donc toi tu fais partie de cette première génération qui a été évangélisée avec les premiers UFC. Ah ben grave, je regarde et tout, je suis là, je me dis mais c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Et je pense que moi j'arrive là-dessus vraiment à rebours, hein.
J'y arrive pas au début des UFC, tout ça. Moi, j'y arrive effectivement vers 2009, 2010, tu vois, dans ces eaux-là. Oui, donc c'était déjà les bons débuts de l'UFC version Zuffa, Dana White, et puis c'était la bonne époque du Pride aussi, quoi. Et je regardais, j'ai eu une période où j'ai vraiment beaucoup regardé, tu vois, de trucs comme ça. Et donc j'ai commencé à m'intéresser, Royce Gracie, quoi. Je disais, mais c'est quoi ce truc? Et je voyais des trucs de judo que je connaissais. Donc ma compagne de l'époque connaissait un mec qui faisait du jiu-jitsu brésilien et qui m'a dit, écoute, tu sais, Igno, il fait, si tu veux, le gars, je l'ai vu. Il m'a dit, écoute, ouais, si tu veux donner des cours, il y a mon prof qui est là. Je fais, vas-y. J'ai rencontré le gars et en fait, c'était Marcelo Bocao. Et Marcelo, il me dit, bon, écoute, si tu veux, je t'apprends, je te montre. Ok. Et il me faisait des cours pour 10 €. Il me retrouvait dans une petite salle de danse. Il prenait 2 carrés de... En mousse, des pseudo-tapis. Ouais, grave. Et vas-y, c'était parti. Jusqu'au moment après, il était affilié où il donnait des cours chez Olivier, j'ai oublié son nom. Et de là, ça y est, c'était le démarrage pour moi. C'était le démarrage. Ouais. Et à quel moment tu as switché dans d'autres clubs, puisque tu n'es pas resté très très longtemps avec lui? Non, je suis allé tout de suite après à la Submission Team. Ouais. Et là, par contre, à la Submission Team, je suis resté jusqu'à la ceinture noire. D'accord. Et à quel moment tu as switché pour arriver ici à la MK Team avec Olivier? En ceinture noire, il y a à peu près 4 ans, quelque chose comme ça. En fait, c'est que avec la Submission Team, ne serait-ce que pour valider les ceintures et ainsi de suite, on passait par Olivier, puisque Moussa Demous, c'était un élève d'Olivier. Et c'est Olivier qui lui avait donné sa ceinture noire. Et comme Olivier était le seul qui pouvait valider les ceintures, quand j'ai voulu commencer à faire des compétitions internationales à haut niveau, à partir de la ceinture marron, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'en ceinture violette, je crois qu'il n'y avait pas besoin à l'époque, en 2014, et ben, je me suis rapproché d'Olivier. Mais rapproché d'Olivier, déjà, il y avait cet aspect administratif par rapport aux affiliations. Et puis après, je me suis vraiment intéressé au jiu-jitsu d'Olivier parce que je voyais qu'il y avait quelque chose que Olivier il avait qui me, d'une certaine manière, moi, qui m'impressionnait vraiment fortement, quoi. Je voyais en lui des choses du jiu-jitsu que je ne retrouvais pas ailleurs, notamment dans mon propre club et ainsi de suite. Donc, doucement mais sûrement, je me suis rapproché d'Olivier. Et puis, bon, à un moment, il a fallu faire un choix. Je pense que ça m'a pas été amené comme ça, mais il y a eu un moment où il a fallu faire un choix. Et puis c'était aussi un choix évident. D'une certaine manière, c'est dans la continuité logique. Ah ben carrément, on va dire qu'à un moment tu viens à la source carrément, quoi. Et jusqu'à présent, j'ai pas eu à le regretter en tout cas. Est-ce que ton intérêt ou ton envie de compétition, c'est un truc qui est en corrélation avec quelque part tout ce que tu as fait avant et ce besoin de te dépasser, ce besoin de t'affirmer? C'est peut-être le même type de pic d'adrénaline de rentrer sur des tapis à Las Vegas que de monter sur une scène à tel endroit avec Assassin à l'époque, ou de se mettre en danger devant une caméra quand tu participes à un film ou une série télé, ou de monter mixé devant 20, 30, 500, 1000 personnes. Est-ce que c'est un trait de ton ADN ou est-ce que ça fait juste partie du jeu et de ta vision globale du JJB? Non, je pense que c'est de cet ordre-là. C'est toujours le truc du dépassement de soi-même qui m'habite et ce besoin de reconnaissance, pareil, qui m'habite et qui me... C'est un moteur pour moi. Moi, je suis content. En fait, là, maintenant,
oui, je suis assez content d'avoir réussi à faire ça en si peu de temps, par exemple, dans le jiu-jitsu, mais il n'y a rien de méga incroyable là-dedans non plus, je trouve. Mais par contre... Il faut y aller quand même, hein. Enfin, tu vois, c'est pas... Moi, je suis pratiquant aussi, alors, mon envie de JJB va pas forcément jusque-là. Peut-être que c'est parce que je veux pas sortir de ma zone de confort, mais ou peut-être que ça correspond à mon caractère et que je préfère, moi, me dépasser dans d'autres trucs, mais tout le monde a pas... C'est pas une évidence pour tout le monde, enfin, pour tous les pratiquants, je pense. Alors en tout cas, moi, le dépassement de moi, ça fait partie de mon ADN, ça c'est sûr. Je ne fais pas un truc où je le fais à moitié. Après, le truc de me retrouver en compétition, c'est dès la première compète en fait que tout d'un coup tu te rends compte que tu es piqué. Je suis piqué déjà par ce sport, il y a un espèce de truc qui devient addictif dans le fait que j'ai besoin d'aller me dépenser de manière vraiment très intense quasiment tous les jours. Ensuite, il y a ce que ça m'apprend intellectuellement. Moi, le jiu-jitsu m'a appris intellectuellement vraiment beaucoup de choses. J'étais quand même quelqu'un qui était juste limite ingérable et il y avait des positions et des positions que je ne supportais pas. J'étais vraiment quelqu'un, par exemple, je vais dire, de claustro et de... Avec le jiu-jitsu, tu apprends très vite que si tu paniques en mode claustro, t'es mort. Et dans un cas de stress réel, tu meurs. Tu vois, tu prends un étranglement, tu sais pas vraiment, tu vas gérer le truc et ainsi de suite, bah, tu vas t'endormir et puis ça va mal finir. Donc ça, c'est des trucs qui sont des bonnes leçons, de te rendre compte aussi de jusqu'où tu peux aller et où est-ce qu'il faut que tu te calmes et que tu t'arrêtes, tu vois. Donc ça, moi, le jiu-jitsu, il m'a vraiment appris tout ça. Et après, avec ce truc de dépassement, c'est aussi beaucoup l'échange, la manière que tu as d'échanger avec les autres. Moi, pendant longtemps, je me suis battu dans le jiu-jitsu en étant... je suis tout seul et je suis contre le mec, et le mec, il faut que je le traverse. Et un jour, en discutant avec un coach mental, il me fait juste remarquer que vous êtes deux, là. Tu es en train de parler comme si tu étais tout seul. Tu vois, et tout d'un coup, je me rends compte, je fais « Ah ouais, merde. Moi, je suis là, je veux te mettre une prise et je veux te mettre cette prise. » Il dit « Ah bon, mais lui, s'il a vu ta prise venir et qu'il est dans tel et tel, comment est-ce que tu gères ?» Je dis « Non, mais je vais trouver un moyen et je vais lui... » Il dit « Donc, effectivement, tu vas t'entêter à vouloir lui passer ton truc alors que ça ne marche pas. » Et je me rends compte à quel point, tu vois, j'ai quelque chose à apprendre de ça. Donc, c'est tous ces trucs-là qui, mis bout à bout, ont fait que d'un coup, le jiu-jitsu est devenu pour moi un élément central. Et est-ce que tu considères justement qu'au-delà d'exemples sportifs ou l'histoire de la claustrophobie, est-ce que tu considères que le JJB t'a changé en tant que personne ? Ben, clairement, j'ai été beaucoup plus dans l'acceptation vraiment en général. Parce que je ne suis pas de première jeunesse, j'ai quand même plus de 50 ans maintenant. Et je ne pense pas que j'étais vraiment dans l'acceptation de mon âge et de qui je suis et de là où j'en étais. Il y a un truc de vérité dans le jiu-jitsu qui... tu vois, j'ai beau essayer de faire le mec chaud ou ce que tu veux, il y a des gars, quand je tourne avec eux, je comprends vite que j'ai 50 piges, quoi. Tu vois, et tu comprends tout de suite que, vas-y, calme-toi. Donc voilà, et ça, je trouve, c'est ce que le jiu-jitsu m'a apporté. Ça me ramène à un côté genre, bon, ok, c'est bien, mais vois où est-ce que tu mets le... C'est un truc qui remet quand même bien les pieds sur terre. Putain, moi, ça a été radical. Hein. Vraiment. Hein. Et ça continue, hein. Ce qui m'est arrivé en 2019 au World Master, la luxation de l'épaule, c'est une bonne leçon. Parce que je me prépare à un certain genre de combat, tu vois, mentalement, je rentre dans un truc, physiquement, je mets des trucs en place. Pareil avec le judo, tu vois, je m'entoure de gens qui me montrent. Et j'arrive, le mec il me jette par terre comme un vulgaire sac de patates. Et tu te dis, bon, ok, d'accord, cela ne sert plus à rien que je m'entête. Il y a des choses sur lesquelles je vais pouvoir aller et d'autres... Et ça, c'est le jiu-jitsu qui me l'apporte. Parce que c'est tout de suite, c'est cash. Comment tu définirais j'allais dire ton style, mais nous on dit ton jeu? Explosif. Et j'ai pas un cheminement... on me dit que j'ai des grippes assez insupportables. Voilà, c'est des grippes bien positionnées, en général bas de pantalon, et je suis pas plus un en dessous ou un au-dessus, mais par contre je suis un explosif et j'ai un jeu en pression, je pense, pas mal. Mais je suis pas le plus technique,
à côté de gens comme Olivier ou certains autres, tu vois, des Reda Meptouche ou tu vois, des Haïdar à un moment, tu vois, des gens d'autres générations. Bon, puis il y a différentes écoles aussi, quoi. Tu as des écoles de guerriers qui ne sont peut-être pas spécialement techniques, mais qui sont de vrais guerriers, et tu as des gens qui sont beaucoup plus dans une forme de jujitsu technique et élaboré, qui est juste de l'ordre du jeu d'échecs. Tu vois, t'as les puissants et puis t'as les... Et c'est gros. Ouais. Indépendamment de tout ce que tu as vécu, tous les succès que tu as eu, ton parcours, que ce soit la danse, la musique, le cinéma, la prod, est-ce qu'aujourd'hui tu te définirais comme quelqu'un qui est plus martial ou qui reste artiste un peu feu follet, ouvert à tout? Bon, moi je pense que c'est feu follet touche à tout, parce que même si j'ai abouti les choses, je les ai pas abouties de la manière dont j'aurais peut-être souhaité vraiment au démarrage, et que donc aujourd'hui je me dis toujours j'ai quelque chose à accomplir. Donc il reste encore toujours un truc. Mais ça c'est peut-être plus un côté compétiteur qui a un réel goût d'inachevé dans ton parcours. Non, c'est un vrai goût d'inachevé et pas de compétiteur pour le coup, parce que là c'est pas vraiment le côté juste de gagner, c'est plutôt le fait de me dire bon, je suis allé vraiment au bout du cheminement, quoi. Là, il y a un arrière-goût d'inachevé pour moi. Je suis pas vraiment allé au bout. Par exemple, je me suis pas produit, j'ai pas fait des choses pour moi. Tu t'es pas encore produit. Oui, voilà. C'est exactement ça. Donc, et j'ai tendance à souvent me répéter et à répéter que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc, tant que je suis là, vas-y, je fais. Et puis maintenant, je le fais beaucoup plus libéré que je n'ai jamais été. Et merci le Jiu-Jitsu de m'avoir apporté ça, quoi. Et tous les gens dans le Jiu-Jitsu que j'ai côtoyé qui m'ont amené à cette ouverture-là. Parce que c'est les raclés que j'ai pris et les faire la serpillière sur le tatami pendant qui m'ont amené à ce genre de réflexion et de me dire vas-y, easy, quoi. Déjà, j'ai été tellement loin et j'en ai tellement fait. Bon, maintenant, ce serait juste d'aboutir le truc juste pour moi. Pour moi, vraiment, voilà la cool. La première fois que je suis allé au World Master, mais moi, je venais en touriste dans ma tête. Tu vois. Je venais, bon, ok, je vais voir comment ça se passe, leur truc et tout, tatati, tatata. Je suis arrivé, j'ai découpé tout le monde jusqu'à la finale. Et puis, j'arrive à la finale et le mec, il m'attrape, il fait... je fais, oh, mais merde alors. Tu vois, c'est le truc inattendu. T'es dépassé par le ressenti et tes attentes. Donc, pour moi, c'est du... Vas-y, c'est du tout bénef. Et vraiment, je suis en kiff. Et je suis aussi très en kiff quand je vois ce que j'apprends des petits jeunes autour de moi et l'évolution du Jiu-Jitsu. Là, je suis porté par ce que moi j'appelle le Jiu-Jitsu du futur, quoi. Tu vois, le jeu avec le kimono, tu vois, tous les trucs où je suis là, je regarde, je suis émerveillé. Mais vraiment, quoi. Il y a encore plein de facettes à explorer. Et tu vois les ayatollahs, hein, qui tout d'un coup c'est ouais, mais non, mais ça c'est pas du jiu-jitsu, ouais, mais ça c'est pas. Frère, t'as tapé. Merci. C'est la seule vérité. Tu vois. Donc. Bon, et pour finir, pour les gens qui veulent découvrir ce fameux grip chiant, ils peuvent te trouver à la MK Team. À la MK Team directement, et bien évidemment. Ouais, voilà. Et bien évidemment sur mon Instagram, solo B-Boy for Life. Je donne des privates, no problema. On est là, on est chaud. Bon, bah super, merci Solo. Merci à toi.